Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce quatrième webinaire d'une série d'échanges entre chercheurs et journalistes scientifiques. Je suis Mardoché Boli, journaliste et communicant scientifique, journaliste vérificateur des faits à PESACHEC et directeur de publication du média scientifique Science de chez nous, en abrégé SDCN. Ce webinaire que nous tenons en ce moment est une initiative du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. C'est un réseau qui est né en 2019 lors d'un atelier organisé au cours de la 11e conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s'est tenue à Lausanne en 2019. Ce réseau encourage et valorise la diffusion de l'information scientifique au sein de l'espace francophone. Il œuvre donc à la vulgarisation de la science dans les pays francophones. Qui parle en fait de promotion des sciences fait appel à l'expertise du journaliste qui utilise sa plume pour mettre à la disposition du grand public un contenu scientifique dans un langage simple et non simpliste. Je voudrais préciser, dans un langage simple et non simpliste. Cette activité ne peut se faire sans une collaboration parfaite avec les chercheurs. Lesquels chercheurs aujourd'hui mènent différentes recherches pour trouver des solutions aux problèmes des changements climatiques qui contraignent nos agriculteurs à se tourner vers de nouvelles variétés de cultures plus tolérantes aux effets des dérèglements climatiques et plus résistants aux phytopathologies. Très chers participants, notre continent, l'Afrique, enregistre plus de 250 millions de personnes qui souffrent de la faim ou de la malnutrition, dont plus de 22 millions en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Le Nigeria, qui est quand même une grande puissance économique dans l'Afrique de l'Ouest, enregistre à lui seul 4,3 millions de personnes qui sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Pourtant, l'Afrique compte près de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Voyez-vous, soit 60% du total mondial. Avec ce potentiel, comment garantir une sécurité alimentaire à nos populations? Quels sont les types de productions agricoles qui peuvent contribuer efficacement à garantir la sécurité alimentaire de nos pays africains? Comment l'éducation et la sensibilisation peuvent-elles contribuer à renforcer les productions agricoles et la sécurité alimentaire en Afrique? Autant de questions qui seront débattues avec notre invité du jour, professeur Moussa Tangara, spécialiste en agriculture et production animale. Il est directeur des études de l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou au Mali. C'est un institut national qui forme dans le domaine agricole et effectue de nombreuses recherches en agriculture, élevage, pêche, etc. Bonjour, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va, professeur? Vraiment, ça va. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous nous entendez très bien. Oui, je vous entends très bien. D'accord, professeur. Soyez les bienvenus. D'accord. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, c'est à vous qu'on dit, soyez les bienvenus. Alors, chers confrères, professeur Tangara fera une courte présentation sur la thématique production agricole et sécurité alimentaire en Afrique et nous passerons à l'étape des questions et réponses. Veuillez donc noter toutes vos questions et nous aurons qu'une trentaine de minutes pour les répondre. Alors, professeur, si vous avez une présentation, vous pouvez partager votre écran ou bien vous pouvez parler sur la thématique et après quoi, on passera à la phase des questions et réponses. Merci beaucoup, chers collègues. Nous voudrons remercier d'abord tous les participants, toutes les participantes à la réunion, cette conférence, pour vous dire que vous remerciez sincèrement que la thématique choisie vraiment est d'actualité. C'est une des problématiques phares, c'est-à-dire que du continent que nous vivons aujourd'hui. La thématique, les productions agricoles et la sécurité alimentaire dans des pays africains. Aujourd'hui, une des préoccupations de nos différentes autorités,
c'est comment pouvoir assurer la sécurité alimentaire dans nos pays respectifs. Et nous pensons que cela est lié à plusieurs facteurs que nous allons petit à petit, c'est-à-dire essayer de développer. Et si on aura le temps de dire aux participantes et aux participants que si la sécurité alimentaire n'est pas assurée, la sécurité nutritionnelle ne sera plus assurée. Il y a une différence entre la sécurité nutritionnelle et la sécurité alimentaire. Donc, les questions vont venir, on va donner les différences. Pour dire tout simplement que dans nos zones, les productions agricoles concernent quoi? Concernent la production des céréales, la production des tubercules, les productions animales, les productions aquacoles et halieutiques et même les productions forestières. La conjugaison des efforts pour rentabiliser ces productions va permettre d'améliorer les rendements. Parce que si les rendements ne sont pas améliorés, les rendements sont faibles, cela va de soi que la consommation des populations dans nos différents pays, c'est-à-dire que la consommation ne sera pas vraiment une consommation de qualité, même de quantité. Donc, nous disons que aujourd'hui, l'intrant principal dans nos zones, ça c'est le foncier. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'avec les perturbations climatiques, le continent est en train de perdre certaines terres cultivables qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui étaient fertiles, qu'ils ne sont plus. Si la matière première n'est pas fertile, ça pose problème. Aujourd'hui, en un second temps, nous avons vu que les années 60, le début des années 60, la population africaine était à un niveau où aujourd'hui, ça a plus que doublé. Donc, les mêmes populations sont sur les mêmes superficies et ici, il n'y a pas d'amendement, il n'y a pas d'amélioration, les terres vont s'appauvrir et encore, c'est-à-dire que les rendements obtenus ne pourront pas, c'est-à-dire que subvenir aux besoins des populations. Deuxièmement, nous avons remarqué que le temps évolue, le climat évolue. Dans mes principes, moi, je ne dis pas de lutter contre le changement climatique parce qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique. Depuis des temps, le climat change, le climat évolue. Il y a la variabilité climatique. D'un point donné du continent, les changements climatiques causent des effets néfastes, mais de l'autre bout du continent, et qui ne bénéficiaient pas des pluies, souvent la pluviométrie devient abondante. Donc, nous allons lutter contre les effets néfastes du changement climatique en matière de production agricole. Sinon, le changement est naturel. Nous ne pouvons pas arrêter le changement, mais nous allons agir sur les effets néfastes du changement climatique. Donc, si avec l'homme, c'est l'homme qui est au début et à la fin de tout processus, et si l'intrant primaire qui est le foncier, les terres, si les terres qui sont en bon état, nous allons les entretenir, les terres qui sont appauvries, nous allons les améliorer par les fertilisants organiques et les fertilisants minéraux. Et de cela, le rôle des scientifiques, des universitaires est capital. Parce que le rôle des universitaires est capital parce que les universitaires doivent mener la recherche scientifique au niveau des centres de recherche. Et pour comment faire améliorer la production végétale, améliorer la production animale, améliorer la production halieutique et aquacole et améliorer les productions forestières. Mais nous allons convenir ensemble qu'il est temps de bien diversifier, c'est-à-dire les productions. Comment, en quoi faisant? C'est-à-dire qu'en essayant de nous focaliser, pas forcément à tout prix sur la culture des céréales, mais d'aller vers la production des tubercules et développer la chaîne de valeur des tubercules. Et une fois que la première étape, la production des matières premières est assurée, nous devons évoluer vers la production, la transformation, parce que une des difficultés sur le continent aujourd'hui,
c'est la non-transformation de nos produits. Si on parvenait à transformer nos produits ici, c'est-à-dire que la chaîne de valeur de n'importe quel produit, nous prenons le manioc, nous prenons l'igname, nous prenons le riz, nous prenons le mil et nous prenons d'autres, le blé, c'est la chaîne de valeur développée. Non seulement ça va créer du travail, mais ça va faire que les sous-produits vont rentrer, c'est-à-dire que dans l'alimentation de nos populations. Et aujourd'hui, nous exportons, c'est-à-dire que nos produits à l'état brut, et nous perdons beaucoup parce que les sous-produits, nous ne bénéficions pas. Prenons un exemple sur la culture du bleu ou la culture du riz. Si nous avons des sous-produits ici, c'est pour les sous-produits pourront nous aider à bien développer l'élevage, c'est-à-dire que les productions animales. Ces sous-produits pourront nous aider à produire l'engrais organique pour pouvoir, c'est-à-dire que fumer les parcelles cultivables. Donc, mesdames et messieurs, nous pensons que le défi n'est pas, c'est-à-dire au-delà de notre portée. Il s'agit d'une organisation au niveau régalien. Les plus hautes autorités doivent prendre des décisions phares. Et maintenant, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous devons nous organiser à ce que la recherche soit menée. Quel type de recherche? Une recherche adaptée, c'est-à-dire aux productions agricoles. Et cela va nous permettre, du nord au sud, d'est en ouest, de booster les productions agricoles. Et ces productions agricoles boostées, je pense que les revenus des populations seront améliorés, les populations pourront manger à leur faim, la sécurité alimentaire en termes de consommation, on a de fortes chances que ça soit assuré. Et maintenant, une fois que la sécurité alimentaire est assurée, nous allons nous pencher vers la sécurité nutritionnelle. J'avais dit au début qu'il y avait une différence. La sécurité nutritionnelle, on peut avoir autant d'aliments, mais les populations peuvent souffrir. Pourquoi? Parce que les aliments qu'ils consomment, les quantités qu'ils consomment ne parviennent pas à couvrir leurs besoins nutritionnels parce que la teneur de chaque aliment en éléments nutritifs, c'est-à-dire que va donner, c'est-à-dire une importance à la couverture, c'est-à-dire nutritionnelle. Donc, nous pensons en résumé que nous allons venir lors des questions que nous devons adapter nos productions agricoles aux réalités. Les productions, le climat est en train de changer. Nous ne pouvons pas empêcher le climat de changer, mais adapter nos productions à nos réalités. Et en cela, nous focaliser sur les cultures à court cycle, les cultures des tubercules, la production des animaux à cycle court, la volaille, les petits ruminants et d'autres types d'animaux comme les lapins et les autres. Cela va nous permettre vraiment en un laps de temps d'augmenter la production, la productivité agricole sera améliorée. Et une fois la productivité est améliorée, nous allons encore par des décisions régaliennes et par des décisions issues de la recherche scientifique et du développement, aller vers la transformation, c'est-à-dire des produits optimaux. Tant que nous ne parvenons pas à transformer nos produits, nous allons vendre, exporter nos produits à l'état brut. Les sous-produits ne vont plus nous servir. Donc, nous pensons que nous prenons le coton, par exemple, en produisant le coton, nous pouvons utiliser le coton, mais les sous-produits, 80% des sous-produits du coton pourra nous aider à booster la production animale, l'élevage à cycle court, l'élevage des bovins, l'élevage des dromadaires, etc., etc. Donc, mesdames et messieurs, nous pensons que la thématique elle est d'actualité et nous avons tous les moyens pour pouvoir, c'est-à-dire atteindre la sécurité alimentaire. Au niveau des chercheurs, les semences à court cycle, les semences précoces, les recherches scientifiques doivent mettre à la disposition des producteurs. Les céréales qui donnent le cycle était 4 mois, 5 mois, si en 2 mois et demi, il y a la recherche scientifique pourra nous donner des meilleures semences, de potentiel génétique amélioré, je pense que ça va nous permettre vraiment de cycle en cycle, pendant les 12 mois de l'année, de couvrir les besoins, c'est-à-dire de nos consommateurs du sud au nord et de l'ouest à l'est. Et ça, je crois qu'en recommandation, on va le dire, quelles sont les différentes solutions, quelles sont les perspectives que nous devons mener, mais d'une manière générale, et nous allons nous arrêter ici pour dire que ici, globalement, la thématique est la bienvenue.
Et prochainement, quand il y aura avec d'autres panélistes, peut-être nous allons nous pencher sur la sécurité nutritionnelle. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la sécurité alimentaire, mais la sécurité nutritionnelle est incluse dans la sécurité alimentaire. On peut manger la quantité dont nous avons besoin par jour, mais la sécurité alimentaire peut ne pas être assurée. Il faut que les aliments que nous consommons soient des aliments de qualité. Ces aliments soient riches en éléments nutritifs pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins, c'est-à-dire des populations, c'est-à-dire que sur le continent. Donc, je voudrais vous redonner la parole pour dire que d'une manière générale, ça c'était un cadrage et pour dire que inviter les participantes et les participants à ne pas exclure aucune question. Nous sommes là pour le donner et le recevoir et nous allons partager ensemble les idées parce que cette problématique, si elle est résolue, nous pourrons faire des propositions à nos plus hautes autorités dans nos différents pays, les 54 États du continent africain, et ça va permettre aussi, au lieu que nous dépendions de l'importation, c'est-à-dire que des produits venant des céréales, nous l'avons vu, la crise actuelle, elle est devenue une crise mondiale, d'accord, mais l'Afrique souffre parce que ces produits doivent quitter de l'Europe de l'Est pour venir ici d'une manière générale. Et si nous ne monopolisons pas tout le circuit, donc ça va faire que, et on va avoir un exemple, le blé, on a des problèmes maintenant, et la consommation des populations en matière de pain, en matière de farine est menacée. Donc ça va amener une glissée vers la sécurité, la non-sécurité alimentaire et non la non-sécurité nutritionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur Tangara. J'aimerais rebondir sur votre conclusion sur laquelle vous avez dit clairement qu'il faut que nous faisons des recommandations à nos autorités pour qu'ils prennent des décisions adéquates pour répondre véritablement à la sécurité alimentaire de nos populations. C'est dans cette dynamique que s'est inscrit notre réseau, le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, qui s'est inscrit dans la formulation des plaidoyers auprès des décideurs politiques pour véritablement faire écouter le besoin de nos populations et qu'ils prennent en compte véritablement les propositions que font les chercheurs que vous êtes pour que véritablement ces propositions-là puissent porter fruit sur notre continent. Parlant de votre présentation, vous avez dit comme ça qu'il faut qu'on organise nos agriculteurs afin qu'ils produisent véritablement des cultures à tubercules et qu'au niveau du continent, qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui permettront de transformer les productions agricoles pour les mettre véritablement à disposition de nos populations. Vous avez parlé également d'une différence entre sécurité alimentaire et sécurité nutritionnelle. Toutefois, vous avez précisé que la sécurité nutritionnelle est un élément inclus dans la sécurité alimentaire et qu'il faut véritablement, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, il faut aussi se pencher surtout sur la mise à disposition, pas seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité des aliments que nous produisons. Alors, professeur, j'ai quand même des questions à vous poser avant de prendre les questions des participants. Déjà, quels sont les types de production agricole? Vous avez certainement parlé des cultures à tubercules, mais je voudrais que vous entriez un peu en détail et que vous commentez un peu plus ces différentes cultures-là. Comment il faut s'y prendre pour cultiver, vous qui êtes un expert? Quels sont les types de cultures à tubercules sur lesquelles il faut beaucoup mettre l'accent? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons revenir les types de production agricole. Nous l'avons dit que globalement, si nous prenons nos différentes productions, parce qu'aujourd'hui, le sujet qui nous concerne, la thématique qui nous concerne, ne concerne pas uniquement les végétaux, ne concerne pas uniquement les animaux vivants sur Terre, même ça concerne l'aquaculture, ça concerne, c'est-à-dire les ressources aquacoles. Donc, quand pratiquement
dans le développement de chacun des 54 pays du continent, nous avons le secteur primaire. Et ce secteur primaire est soutenu par, c'est-à-dire que les productions agricoles. Et donc, généralement, avec cette vision, nous voyons production agricole, pas uniquement les céréales seulement, la production des porcs, la production des lapins, des allocotes, la production des ruminants, des bovins, l'aviculture, la production des dindes, des pintades et puis des poules, tout cela, ça fait partie. Au niveau des étangs piscicoles, aujourd'hui, la production de nos différentes variétés de poissons va nous permettre, avec l'aquaculture, encore d'être dans la production agricole. Et cette production agricole, aujourd'hui, d'une manière générale, est tirée par la production végétale qui est la production principale. Par exemple, pour développer l'élevage des porcs, pour que l'élevage de la volaille puisse développer, il faut que la production végétale soit bien développée et les sous-produits issus de la production végétale vont servir de nourriture pour la volaille. Donc, nous prenons la céréaliculture. Nous avons sur le continent, nous produisons le blé, nous produisons le sorgho, nous produisons le maïs, nous produisons le mil, les différents types de mil. Nous produisons le riz dans les riz sur terre pluviale et les riz dans les bas-fonds avec irrigation. Et au-delà de ça aussi, il y a le quinoa, le fonio, tout ça, ça sont des variétés que nous considérons comme les cultures principales. Et ça, ce sont des cultures, des cultures céréalières. Mais nous ne pouvons pas occulter les cultures industrielles parce qu'aujourd'hui, nous partons au Bénin, nous partons au Togo, nous partons au Tchad, en Égypte, ou bien dans d'autres pays. Et avec la production cotonnière, ça dit que les cotons, nous produisons les cotons, pas pour les fibres uniquement. Les graines de coton sont transformées en aliments bétail pour subvenir aux besoins de l'ensemble, c'est-à-dire que du bétail, c'est-à-dire que dans chacun des pays. Au-delà de cela, la canne à sucre, nous produisons pour le sucre pour nous-mêmes, mais la mélasse et les résidus sont utilisés, c'est-à-dire que pour l'alimentation, c'est-à-dire que du bétail. Si nous avançons encore, les tubercules, aujourd'hui, en Afrique du Centre et en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, nous avons, avec la contingence actuelle, nous avons commencé à inclure le manioc, la farine de manioc, dans l'alimentation de la volaille. Nous avons commencé à inclure fortement le manioc, la patate, les vignes, c'est-à-dire que non toxiques dans l'alimentation du porc. Le porc, la durée de gestation, c'est 114 jours. Et nous pensons que pour couvrir les besoins des populations en viande, il faut que nous nous focalisons sur le porc, sur les petits ruminants, les chèvres, les moutons, sur la volaille et sur les autres types de volailles. Parce que si nous prenons le dromadaire, le cycle est long. Si nous prenons les bovins, le cycle est long. Si nous prenons les autres types, le cycle est long. Donc, nous allons partir avec l'ensemble des cycles, mais nous focaliser sur les productions à cycle court en matière de végétaux et en matière d'animaux aussi pour que rapidement les besoins des populations puissent être couverts. Un exemple, la Chine populaire aujourd'hui. J'ai séjourné en Chine pendant 4 ans. Pratiquement, l'élevage des bovins ne vient même pas, même en 4e position, parce que le cycle est long. La population, 1 milliard, environ 1 milliard 500 millions, pratiquement, il faut l'élevage à cycle court et pour subvenir aux besoins des populations. Donc, le continent aussi doit évoluer. Je l'ai dit que le foncier est l'intrant principal. Il y a des conflits du nord au sud, de en est aussi, entre agriculteurs et éleveurs autour de ces terres-là. Donc, si on cultivait ici, ça dit qu'on a, je dis, prends un exemple, hein, on a 5 hectares. Dans les 5 hectares, on cultive les tubercules, on cultive les céréales. Ça dit qu'en même temps, on peut produire
les poissons, on peut produire la volaille. Donc, ça, c'est une production intégrée où l'ensemble, c'est-à-dire que le système va se trouver. Et on a de fortes chances qu'avec avec 5 hectares, et qu'une communauté, une famille pourra subvenir à l'ensemble de ses besoins, former des enfants, soigner les enfants et subvenir aux besoins des populations. Un deuxième exemple, en Chine, quelqu'un qui a 600 mètres carrés, il fait le maraîchage les 12 mois de l'année, son enfant de l'école fondamentale jusqu'à l'université, il subvient à ses besoins. Donc, nous avons compris, nos grands-parents, c'est-à-dire que labourer des parcelles, la démographie n'avait pas atteint ce niveau, mais aujourd'hui, les superficies que nous utilisons deviennent insuffisantes par rapport à la population. Donc, c'est pourquoi j'avais dit dans mon intervention que moi-même, ce qu'on doit conseiller aux dirigeants, c'est de focaliser sur les cultures à cycle court, surtout les tubercules. Vous prenez l'igname, la chaîne de valeur de l'igname, vous prenez le manioc, la chaîne de valeur de manioc, la patate, les pommes de terre et les autres types de tubercules. Nous pensons que cela va nous permettre, vu le cycle est court et les moyens utilisés ne sont pas aussi importants comme la culture du riz ou la culture du sorgho ou la culture du maïs. Donc, je pense qu'on ne va pas négliger les céréales, mais on va aller vers une intégration de la production. C'est bon? D'accord, professeur. Professeur, oui, c'est bon. Professeur, il y a l'un de vos collègues qui est nutritionniste également. Je sais que peut-être vous le connaissez, Dr Alou Bari, qui disait comme ça que l'aliment de demain, c'est le manioc. Voilà. L'aliment de demain, c'est le manioc. C'est un collègue, c'est un ami. Et j'ai vu que vous avez parlé de... Oui. Oui, je dis que bien, je suis de mon point de vue que c'est là le manioc, parce que nous l'avons dit aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi j'ai dit la transformation? Parce que ce n'est pas toutes les variétés de manioc. Il y a une variété de manioc que nous rencontrons dans l'Afrique de l'Ouest, et cette variété contient des substances toxiques. Donc, il faut une transformation, et cette transformation va nous permettre de détoxifier le manioc. Mais au-delà de ça, au Cameroun, aujourd'hui, quand l'élevage du porc est très développé, et si nous prenons l'alimentation de la volaille, on mettait beaucoup de maïs et on mettait beaucoup de sorgho. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin, c'est-à-dire que des nutriments riches en énergie. Mais maintenant, le sorgho coûte cher, le maïs coûte cher. Le manioc aujourd'hui, non toxique, peut rentrer, c'est-à-dire prendre une place importante dans ça. Et on va plus loin, les niébés contient l'acide cyanhydrique, mais avec la technologie de transformation, on détoxifie et qui contient beaucoup de protéines. Ça vient pour prendre une place importante, c'est-à-dire que dans les farines de poisson, parce que le poisson lui-même coûte cher. Donc, nous pensons qu'en Afrique, les chercheurs ont beaucoup réfléchi et les chercheurs sont là-dessus. Et nous pensons, nous avons bon espoir que même aujourd'hui, nous l'avons voulu, qu'il y ait une crise de pain dans certains pays, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est nous notre faute. Nous pouvons, avec notre ingéniosité, faire le pain avec le maïs. Pourquoi ne pas imaginer à faire avec nos autres céréales? Mais maintenant, tout le monde, par habitude alimentaire, nous consommons le blé, mais s'il y a des difficultés, ce n'est pas le blé qui doit s'adapter à nous, c'est à nous, nous devons nous adapter au contexte créé. Donc, moi, je dis le manioc, j'ai dit la pomme de terre, j'ai dit l'igname, ces tubercules pourront nous intéresser beaucoup. Mais M. Boli, je reviens, avant de vous donner la parole, même les légumes. Par exemple, imaginez, prenons un pays comme le Mali, le Burkina, quand il y a la campagne des mangues, mais il y a combien de pourritures? S'il y avait les industries de transformation, ça pouvait couvrir les besoins des consommateurs. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas d'industrie alimentaire fortement développée, et que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Bénin, quand la campagne arrive, nous profitons d'un tiers et les deux tiers pourrissent, et puis c'est pas bon. Et ça, c'est un exemple seulement. Si on part
on continue encore, on va trouver qu'il y a beaucoup de potentiels qui n'ont pas été exploités. Maintenant, je reviens à la forêt. La forêt entre dans les productions agricoles. C'est-à-dire que nous avons des arbres fruitiers dans la forêt qui pourront, sur le plan monétaire, nous être utiles, mais qui pourront rentrer dans la consommation de qualité, les baobabs, les nérés. Les nérés aujourd'hui est riche en protéines et rentre dans l'alimentation de la volaille au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, ça veut dire que nous devons avoir une vision intégrée. L'agriculture, la production des végétaux, la foresterie, en utilisant les sous-produits de la foresterie et l'élevage. Donc, on va avoir une démarche agroforestière. Donc, avoir une vision agroforestière. Donc, on ne raisonne plus, je suis agriculteur, je suis éleveur, je suis forestier. Non, on va former un cadre qui sera appelé un cadre. Le cadre, il est agroforestier. Donc, les segments production végétale, les segments production animale, les segments production forestière. Ça, c'est un moyen pour nous, aujourd'hui, vraiment de trouver une solution à la mauvaise alimentation de nos populations. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vous avez parlé tout à l'heure de pommes de terre. Il y a un des spécialistes en production de pommes de terre que vous connaissez certainement, le professeur Abdoulaye Sidibé, qui est avec nous. De l'IPR de Katibogo. De l'IPR de Katibogo. Professeur Abdoulaye Sidibé, bonjour. Okay. Bonjour. Oui, allô, professeur. Bonjour, bonjour. Oui, on vous attend. Allô? On vous attend, professeur. Oui, très bien. J'ai vu que vous avez levé la main. Est-ce que vous avez une contribution à faire par rapport à l'intervention de votre très cher confrère, professeur Moussa Tangara? Et on n'a pas le choix. Hein. Si on veut vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut qu'on passe les tubercules, comme il l'a dit. Ça, c'est vraiment nécessaire et c'est une obligation pour nous présentement. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu un message sur le réseau, je crois demain ou après-demain ou bien le 26, il y aura une ouverture sur les filières horticoles. Nous avons un problème de connexion avec le professeur Abdoulaye Sidibé. En attendant que sa connexion ne soit plus stable, j'aimerais vous poser une question d'un participant. Il faut qu'on développe vraiment l'horticulture 90 jours sans végétation. Et vous avez le grand rendement à l'hectare, le minimum de 18 tonnes, 25, jusqu'à 30 tonnes présentement au Mali à l'hectare. Aucune autre culture ne peut nous donner ça. Donc, les tubercules, comme l'a dit le conférencier, monsieur le professeur Tangara, je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'utilisation de ces tubercules dans l'alimentation. Maintenant, par rapport à 4 pays d'Afrique, je crois que quand on essaie de voir le côté changement climatique au niveau mondial, effectivement, chacun se connaît, chaque pays se considère comme étant ce qu'il est. Mais nous sommes un pays, sinon des pays du Sahel. Et quand on voit que chaque année, il y a le désert qui avance. Bon, le changement climatique, là, est-ce que, monsieur le conférencier, le professeur, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire par rapport à la diminution de ces changements climatiques? Ou bien comment est-ce qu'on peut atténuer un peu ces changements climatiques? Parce qu'on voit que vraiment, c'est quelque chose vraiment qui va de mal en pire. Et là, si on continue comme ça, je crois qu'il y aura des générations qui ne seront pas quand même à jour, comme on le dit. Merci, monsieur le conférencier. Merci, monsieur l'organisateur. Merci beaucoup, professeur. Avant de donner la parole au professeur Tangara, je ne sais pas, professeur, est-ce que vous avez bien compris la question du professeur Abdoulaye Sidibé? Le professeur Sidibé, il a fait des contributions en ce qui concerne la pomme de terre. Il est spécialiste de la pomme de terre. Il a fait de très bonnes contributions. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour la pomme de terre et pour tous les autres tubercules. Maintenant, il a posé une question sur le changement climatique et quel est mon point de vue sur le changement climatique. Et maintenant, est-ce que si on ne trouve pas de solution, les futures générations seront comment? Voilà, j'ai bien noté la question. Oui. Donc, nous pouvons répondre à la question. Le professeur demande le changement climatique. Moi, je le dis, le climat change. Le professeur, c'est un de mes... Je félicite beaucoup. C'est un de nos éminents professeurs. Et je l'appelle toujours doyen. Mais le climat, si vous voyez
les dernières 60 années, par exemple, de 1960 à aujourd'hui, le climat en ce moment et aujourd'hui, c'est différent. Donc, de 1960 en arrière, encore 60 ans, c'est difficile. Ça veut dire que le climat évolue. Et le climat est évolutif, c'est pourquoi nous appelons la variabilité climatique. Donc, le climat change. L'homme ne peut pas arrêter le climat de changer, l'homme ne peut pas empêcher le climat d'évoluer. Mais l'homme doit, de par ses actions, l'homme contribue aussi à l'accélération, c'est-à-dire du changement climatique. L'homme est considéré comme un élément nocif, c'est-à-dire qui engendre, qui accélère la variabilité climatique. Les industries perturbent le changement climatique. Aujourd'hui, l'élevage, quand on fait l'élevage aujourd'hui sur le continent, l'élevage intensif des ruminants, ils vont dégager le méthane, qui est un gaz à effet de serre qui pollue l'atmosphère. Quand on prend les fermes avicoles, ils vont dégager un gaz encore toxique, l'oxyde nitrique, qui va polluer l'atmosphère. Donc, en un mot, nous ne pouvons pas lutter contre le changement climatique. Mais les effets qui contribuent au changement climatique, nous pouvons agir positivement sur ces effets-là pour que, même si ces changements ne puissent pas être accélérés, parce que le professeur Sylvain a tout à fait raison, si avec l'accélération, la vitesse avec laquelle le climat est en train d'évoluer, peut-être que les futures générations, dans 80, 100 ans, ça dit que ça va poser des problèmes. Mais aujourd'hui, le changement climatique est problématique. Parce que vous voyez, il y a des zones sur le continent où il ne pleuvait pas. Mais avec le changement climatique, maintenant, il pleut et aussi il produit des céréales. Et au même moment où il y avait des zones d'abondance, la pluviométrie a baissé, donc, et la productivité aussi a baissé. Donc, quand sur le continent africain, si on veut discuter du changement climatique, c'est vrai, mais tous les paysans ne seront pas d'accord avec nous parce qu'il y a des zones où les gens ne produisaient pas. Mais maintenant, la pluviométrie est devenue normale. Ils produisent des céréales, ils produisent des tubercules, ils produisent des animaux. Et au même moment, il y a eu le dérèglement des zones d'abondance. La pluviométrie a baissé. Donc, là aussi, la productivité a baissé. Mais en conclusion, en tant que conseil, nous devons agir. Là encore, ce n'est pas nous. C'est une décision régalienne au niveau des plus hautes autorités. La protection du climat. C'est-à-dire qu'il doit faire partie, l'armée protège, c'est-à-dire que les populations, la défense du pays, nous devons mettre dans nos préoccupations comment protéger l'environnement. L'environnement d'une manière générale, le climat, les autres segments de l'environnement. Tant que nous ne parviendrons pas à faire, même si autant de nos arrière-grands-parents, le climat changeait, mais avec nous, le rythme de changement sera accéléré et l'avenir ne sera pas radieux pour nous, les futures générations qui vont venir. Je le remercie beaucoup, je le félicite beaucoup. Et le changement climatique, je pense que c'est une réalité. L'homme contribue, la nature elle-même contribue, mais ce que l'homme peut faire, l'homme peut agir. Merci. Professeur Tangara, oui. Nous avons une autre question qui nous vient du Cameroun. La participante du Cameroun dit que chaque fois qu'on parle d'améliorer la production, c'est-à-dire la production agricole, les populations ont tout de suite à l'esprit les OGM. Parfois, elles boudent même les semences proposées par les chercheurs. Comment vous, en tant que chercheur, comment les amener à changer? Ou alors, que prévoyez-vous faire pour inverser cette tendance? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Une très bonne question. Je voudrais saluer notre collègue du Cameroun et vraiment profiter de la donner bonjour et dire que tout simplement ce qu'elle a dit, c'est pertinent, mais moi, je vais directement. Il y a 60 ans, nos arrière-grands-parents, nos parents ne connaissaient pas les OGM. C'est la recherche scientifique au niveau mondial qui a trouvé qu'il faut modifier les potentiels génétiques de
de nos animaux et de nos végétaux. Donc, si nous prenons la production végétale maintenant, les OGM sont arrivés, prenons le maïs. C'est vrai, le chercheur a modifié des potentiels génétiques pour un objectif qui est différent de celui du paysan camerounais, du paysan malien, du paysan béninois, du paysan éthiopien. Donc maintenant, je sais qu'il y a des problèmes à ce niveau. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est un problème de souveraineté au sein de l'Union africaine. Nous devons mener la recherche, booster la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'au niveau local comme au niveau sur notre continent, protéger le continent contre les OGM et essayer de développer nos variétés. Quand la sélection n'est pas une mauvaise chose, nous devons améliorer nos variétés locales jusqu'à un potentiel génétique vraiment acceptable et vulgariser au niveau du milieu paysan. Maintenant, et faire comprendre aux paysans d'être acteurs, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué des indépendances à aujourd'hui, les moniteurs d'agriculture, les encadreurs, les ingénieurs, ça dit que c'est un monde à part, le paysan est un monde à part. Ce n'est pas juste, nous devons être acteurs avec eux et participer. Ça dit que si je prends un exemple, je suis un moniteur, l'État du Bénin me paye, l'État du Togo me paye ou l'État de l'Éthiopie me paye. Moi, je dois être un acteur avec les paysans et les expliquer nos variétés locales, comment les améliorer d'abord. Et quand ça arrive on est arrivé par exemple au niveau du Bénin, c'est-à-dire qu'au niveau élevé, on s'est rendu compte qu'en Tanzanie, il y a une variété de maïs qui n'est pas des OGM, on peut faire la sélection avec le maïs du Bénin pour améliorer le rendement et vice-versa avec le sorgho du Bénin pour améliorer, c'est-à-dire que le sorgho du Cameroun ou bien du Tchad ou bien du Mali. Je pense que nous ne devons pas accepter le tout venant de l'Occident et ils sont arrivés à un niveau où ils doivent aller aux OGM. Ils ont raison. Là, il y a 100 ans aujourd'hui, l'industrie est autonome. Il y a eu la révolution industrielle. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas parler de révolution industrielle pour le moment? Donc, c'est vrai, ils peuvent faire des OGM. Professeur, parlant de révolution industrielle, vous savez, aujourd'hui, pour assurer la sécurité alimentaire sur le continent, il faut forcément passer par la mécanisation de l'agriculture, comme vous l'avez dit certainement. Quels sont les freins de cette mécanisation selon vous? Merci beaucoup. Là, nous avons parlé de l'industrialisation. L'industrie, c'est le deuxième secteur. Le deuxième secteur doit se reposer sur le secteur primaire. Et aujourd'hui, un paysan camerounais qui a 100, qui a 70 hectares, ce n'est pas de trop s'il a les moyens pour le faire. Donc, la motorisation de l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture est une impérative pour nos pays, les 54 pays. Et pour ce faire, là aussi, les autorités doivent prendre, c'est-à-dire des dispositions au niveau universitaire, former des cadres, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, pour la machinisation de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture passe par une mécanisation forte de l'agriculture. En ce qui concerne les labours, en ce qui concerne les semis, en ce qui concerne les récoltes, en ce qui concerne c'est-à-dire que les transformations locales, nous pensons que nous pouvons nous en passer, c'est-à-dire que de l'Occident pour ça. Nous devons réfléchir pour aller vers une mécanisation forte, rationnelle, c'est-à-dire qui va protéger nos sols, qui ne va pas détruire la qualité de nos sols et que vraiment va permettre d'améliorer nos rendements et de garder la qualité de nos superficies cultivables. Donc, nous pensons que en termes de recommandations, la mécanisation de l'agriculture vient comme une recommandation forte pour l'atteinte de la sécurité alimentaire sur le continent. Merci. Professeur, déjà, vous avez parlé des tubercules, des cultures à tubercules, et tout récemment, oui, pour renforcer
ce manioc-là en vitamine A et en d'autres micronutriments. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les fertilisants chimiques ou organiques contribuent-ils à la dégradation de conservation des produits agricoles, vu que surtout, les gens ne sont pas du tout d'accord, plusieurs personnes ne sont pas du tout d'accord du fait de biofertiliser le manioc, biofortifier le manioc. Est-ce qu'il faut se penser plutôt sur les fertilisants chimiques ou utiliser peut-être le génie génétique pour pouvoir améliorer, je dirais, nos cultures? D'abord, est-ce qu'il faut utiliser le génie génétique pour pouvoir améliorer nos cultures? Vous avez parlé du sorgho, amélioration, toutes ces choses. Ça va rentrer bien évidemment dans les OGM, etc. Est-ce qu'il faut utiliser le génie génétique pour améliorer ces cultures? Est-ce que l'utilisation des fertilisants organiques ou chimiques ne contribue pas à dégrader je dirais, la conservation des produits agricoles, surtout que lorsque nous utilisons des fertilisants dans la production de la tomate, nous voyons qu'au bout de 2 jours à 3 jours, ces tomates ne sont plus utilisables. Également pour les pommes de terre. Oui, merci beaucoup. Très bonne question. Très bonne question. Nous pensons que vraiment cette inquiétude-là, elle est pertinente. Mais moi, je disais que la nature même a fait un don pour certaines cultures. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons avoir 100 hectares de manioc. Si on avait une industrie forte de transformation, sans en nous passant des fertilisants chimiques, on n'en a pas besoin. C'est des tubercules. C'est vrai, le sol aussi, autant nous avons besoin, c'est-à-dire que des aliments pour vivre, le sol aussi a besoin de ces nutriments pour les tubercules. Donc, les fertilisants organiques, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous sommes mieux placés. Personne ne va venir faire le compost à notre place. Nous pouvons faire, c'est-à-dire que le compostage, développer le compostage en milieu paysan, ça leur coûte moins cher que payer les engrais chimiques qui coûtent excessivement cher. Donc, nous pensons que là, les tubercules ne sont pas beaucoup consommateurs, c'est-à-dire que des substances chimiques, des substances du sol. Nous pouvons nous en passer à ce niveau. Les déchets même, c'est-à-dire que de ces tubercules-là, vont servir de fertilisant pour le sol. Mais en ce qui concerne la tomate, aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui que ce soit la tomate, la pomme de terre, la conservation est très, très difficile. La conservation est difficile. Ce n'est pas les fertilisants organiques, mais c'est les fertilisants chimiques. Donc, je ne peux pas dire qu'on doit rejeter les fertilisants chimiques, mais essayer de voir dans une parcelle, vous utilisez 2 tiers de fertilisants organiques, vous utilisez 1 tiers de fertilisants chimiques. Si vous êtes en train de produire du maïs, du sorgho, ou bien du riz, ou bien d'autres produits. Mais en ce qui concerne le maraîchage, le professeur Sirbé, il est horticulteur, il est spécialiste en horticulture. On n'a pas besoin, c'est-à-dire d'aller vers une forte utilisation des engrais chimiques dans, c'est-à-dire la production des laitues, la production de la tomate, la production des autres produits horticoles. Ce n'est pas bon parce que c'est les produits souvent que nous consommons à l'état cru. Et nous-mêmes, nous sommes consommateurs et nous allons quitter de l'état de bonne santé vers l'état de non-santé. Donc, je n'encourage pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, la production de pommes de terre, d'igname, de manioc, etc., les autres tubercules, nous pouvons avec, c'est-à-dire les compostages entre saisons, c'est-à-dire que fumer ces parcelles-là. Et l'engrais chimique, si nous devons les utiliser pour les cultures industrielles, le coton et les autres cultures. Mais aujourd'hui, même la banane, quand on utilise fortement les engrais chimiques, la banane, la conservation, le goût, il n'y en a pas. L'amidon qui se trouve dans la banane ne sera pas de qualité. Et quand on va consommer la banane, le temps que la banane va passer dans le tube digestif sera long, ça va amener la constipation. Ces constipations vont aboutir au paludisme et encore de l'état de bonne santé. L'individu, le cultivateur, l'enseignant, les scientifiques, le chauffeur, c'est-à-dire que sa santé va basculer vers l'état de non-santé. Donc, je pense que nous pouvons utiliser, mais il est souhaitable d'utiliser des engrais chimiques fortement vers les cultures industrielles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, professeur. Professeur, la thématique que nous avons choisie aujourd'hui est une thématique très intéressante parce que les questions nous viennent de partout. Au Sénégal, par exemple, il y a notre confrère Yacouba Keïta, qui est président de l'association Racine, réseau des acteurs et initiatives économiques, écologiques et solidaires au Sénégal, qui pose cette question. Comment associer la culture des feuilles, la culture des insectes, mais aussi la culture des aliments biofortifiés pour plus de nutriments lors des compositions des aliments? L'autre point qu'il relève aussi, c'est des échanges du monde de production et d'utilisation des produits. Je veux apporter plutôt, il dit ici, je vais apporter l'expérience de la consommation des maniocs, des feuilles de manioc pas très développées au Burkina, alors que les feuilles sont plus riches que les tubercules, les feuilles de niébé que l'on peut manger à partir de ça. Ça, c'est une contribution. Mais la question qu'il voudrait poser, c'est comment associer la culture des feuilles, la culture des insectes, mais aussi la culture des aliments biofortifiés pour plus de nutriments lors de la composition des aliments. Voilà, très bonne question. Je commence déjà par la deuxième partie. Je le remercie beaucoup, le collègue depuis Dakar. La consommation des feuilles. C'est vrai, nous sommes en train d'évoluer. On n'était pas en retard, mais à un moment donné, il y avait la disponibilité des aliments sur le continent. Vraiment, on avait un éventail quand même très, très large. Il y avait certains aliments on ne consommait pas parce qu'il y a 60 ans, il n'y avait pas ces problèmes-là. Donc, il y a certaines choses qu'on n'avait pas imaginées. Mais aujourd'hui, la consommation humaine, les feuilles de manioc, que ce soit en Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, et pratiquement, ça dit que ces feuilles-là sont utilisées pratiquement dans l'alimentation des humains. De passage, j'avais dit qu'il y a une variété de manioc amer. Cette variété contient l'acide cyanhydrique, le HCN. Et cet acide-là, c'est-à-dire que quand vous consommez à l'état cru, ça amène une intoxication. C'est pourquoi il est fortement conseillé, c'est-à-dire de cuire très bien cette variété de manioc. Mais maintenant, les feuilles n'ont pas ces problèmes-là. Les feuilles participent à la photosynthèse et les feuilles sont très riches en nutriments. Donc, les feuilles de manioc, leur consommation, vraiment, le collègue a parfaitement raison. Si ce n'était pas dans nos habitudes partout sur le continent, il faut que nous pensions vers ça. Ça va nous permettre, cette fois-ci, par la sécurité alimentaire, mais la sécurité nutritionnelle. Parce que les feuilles de banane sont très riches en nutriments et vont nous aider à couvrir l'ensemble de nos besoins. Mais maintenant, en ce qui concerne la culture des insectes, je pense que ça, si on essaie de voir scientifiquement, ces insectes-là n'ont pas été déclarés toxiques. Et religieusement, on n'a pas dit que ces insectes-là ne sont pas consommables. Je les reviens encore avec l'abondance. On avait beaucoup de viande rouge, on avait beaucoup de chair blanche. Donc, on faisait la chasse. Donc, on trouvait que ces insectes-là n'étaient pas utiles. Mais après une analyse, on s'est trouvé que sur le plan nutritionnel, en termes de protéines, en termes de vitamines, en termes de substances minérales, ces insectes sont très, très riches et ont un potentiel équilibré en nutriments. Et maintenant, en consommant une petite quantité que ce soit en farine, que ce soit transformé autrement, technologiquement, ça peut couvrir les besoins de l'organisme. Et directement, on a déjà dépassé la sécurité alimentaire, on est venu à la sécurité nutritionnelle. L'individu sera, c'est-à-dire que va avoir un organisme fortifié et il ne sera pas un individu. Et chaque fois où les maladies qui arrivent, il se couche, non, il va avoir un organisme équilibré, un organisme fortifié et je pense que ce sera un individu sain. Donc, la culture, nous encourageons beaucoup d'aller vers la culture, la production et la culture de ces insectes-là, leur transformation en qualité, en respectant l'ensemble des mesures hygiéniques et maintenant pour le mettre à la disposition des consommateurs. J'insiste beaucoup sur l'hygiène. Si l'hygiène n'est pas là-dedans, ça va être difficile parce que comment on capture ces insectes, où on capture les insectes, il faut tenir compte de tout ça et essayer de bien que la chaîne de valeur soit suivie et que vraiment l'hygiène, les conditions hygiéniques puissent être, c'est-à-dire que réunies pour faciliter la consommation. Merci.
Merci beaucoup, professeur. Nous partons avec le moment vers la fin de ce webinaire. J'ai je dirais, une autre question à vous poser. Professeur, nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un système de mondialisation et que les succès qui sont dans d'autres pays peuvent être copiés dans certains pays. Alors, aujourd'hui, quels sont, selon vous, les exemples de succès ou les bonnes pratiques en matière de production agricole qui ont eu un impact positif sur la sécurité alimentaire dans certains pays, vous pouvez même les citer, et que d'autres pays peuvent également copier? Je ne sais pas si vous avez bien saisi ma question. Quels sont les exemples de succès ou les bonnes pratiques en matière de production agricole qui ont eu un impact positif sur la sécurité alimentaire dans certains pays africains? Si j'ai bien compris, c'est la question de savoir, c'est-à-dire que quels sont les succès en matière de production agricole sur le continent ou en dehors du continent? Sur le continent africain. Sur le continent africain. Sur le continent africain. Bon, moi je pense que nous pensons que en termes de succès, nous avons beaucoup de succès. Moi je pense que peut-être que c'est les moyens qui manquent. On a très peu d'échecs. On a très peu d'échecs parce que aujourd'hui, quand on essaie de voir dans la plupart de nos pays sur le continent, c'est les conflits qui ont fait que la misère s'est installée, la misère physiologique s'est installée. On parle de malnutrition. C'est-à-dire que le dérèglement climatique avec les sécheresses vers la zone sahélienne. Sinon, aujourd'hui, moi je dis, on remonte de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que de la Côte d'Ivoire, du Libéria à la Sierra Leone, pas toute la bande, c'est-à-dire que le golfe de Guinée, on remonte en l'Afrique centrale, c'est-à-dire que le Gabon, en partant vers le Cameroun, et on remonte. Moi, je pense que ces zones-là, aujourd'hui, avec la pluviométrie, les bonnes conditions climatiques, c'est-à-dire que nous n'avons rien à envier au monde occidental. C'est vrai, dans la bande sahélienne, souvent, il y a des zones où il pleut 3 fois pendant la saison, ou 5 ou 6 fois pendant la saison. Donc, c'est-à-dire qu'on sème, mais on ne parvient pas à récolter. Donc, n'importe quelle solution que vous allez les proposer, que ce soit les OGM ou pas, et ils vont accepter parce qu'ils n'ont pas, ce n'est plus la sécurité nutritionnelle, mais comment trouver des solutions pour ne pas mourir. Mais je suis très optimiste. Toute la bande du golfe de Guinée, il y a des réussites en montant vers l'Afrique centrale. C'est-à-dire que, et en quelque part, en montant du Congo Brazzaville vers le Congo Kinshasa, en allant vers la Guinée équatoriale, c'est-à-dire que ce n'est pas la pluie qui manque, ce n'est pas l'ingéniosité qui manque. Moi, je pense que ces zones-là, je les apprécie favorablement. Mais les zones où la production végétale n'est pas liée à l'irrigation et c'est lié à la pluviométrie, s'il ne pleut pas, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Donc, je pense que je garde vraiment un optimisme, vraiment, quand même, je suis très optimiste pour dire qu'à partir de cet instant, nous devons essayer de nous chercher, nos dirigeants doivent s'asseoir. Ce qui est bon, nous préservons. Ce qu'on avait emprunté de l'Occident, si on c'est-à-dire que la pratique, on s'est rendu compte que nous allons vers une dérive, nous allons nous arrêter, on ne rejette pas, mais on va essayer de circonscrire et de corriger pour aider nos populations rurales et nos populations urbaines, c'est-à-dire à aller vers la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous tirons, je pense qu'il y a une dernière question. Nous tirons, OK, je prends la question d'un confrère. Bonjour, professeur. Bonjour, chers participants. Je suis David avec le Conseil sécurité alimentaire. Et nous disons, par rapport au succès, le Nigeria a enregistré beaucoup de succès dans la production des tubercules ignames. Bon, là, c'est juste une contribution. Professeur, nous tirons à la fin de notre webinaire. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un dernier conseil à partager avec l'ensemble des participants? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, je remercie l'ensemble des participants. Et pour dire qu'il y a certaines questions que nous devons
nous devons quand même nous poser, et en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, certains d'entre nous, en tant que dirigeants, dire que se poser des questions, comment à développer, c'est-à-dire un modèle agricole durable à long terme en Afrique. Cela en adaptant les productions végétales et animales aux conséquences du changement climatique. Cela est impératif. Nous devons adapter les productions végétales et animales aux conséquences du changement climatique. Et maintenant, nous devons, qu'est-ce qu'il devons faire aussi? On doit dire quels peuvent être les moyens pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Nous devons dire qu'il est primordial de développer, c'est-à-dire l'autosuffisance et de réduire à tout prix les importations alimentaires. Nous avons un potentiel énorme sur le continent que nous pouvons développer. Mais maintenant, quelles peuvent être les principales menaces à la sécurité alimentaire? C'est-à-dire que la pauvreté est un élément, les conflits sont des éléments, le dérèglement climatique est un élément, les faibles rendements agricoles que nous devons prendre des dispositions pour les améliorer constituent un élément, et la forte dépendance aux importations. Parce qu'avec la mondialisation, nous avons tendance à modifier nos pratiques culturelles en matière de consommation. Nous ne consommons pas beaucoup nos produits et nous sommes tentés vers les produits de l'Occident. Donc, maintenant, d'une manière générale, après avoir remercié, nous allons dire qu'en termes de solutions, qu'est-ce que nous devons poser, quels sont les actes qu'on doit poser comme solution? Nous devons augmenter les rendements, c'est-à-dire que des céréaliers animaux, trouver les moyens durables, écologiques, socialement et économiquement accessibles, pousser la recherche agronomique, nous sommes là-dessus, investir dans les politiques publiques pour produire suffisamment et pour couvrir les besoins alimentaires des ménages agricoles dans leur diversité, augmenter la production agricole. Et nous devons augmenter aussi les techniques de gestion de l'eau, parce que l'eau aussi est une denrée importante afin de conserver et de stocker l'eau pour les agriculteurs africains. Renforcer la productivité agricole, protéger les ressources naturelles. Je vous avais dit que la meilleure pratique, c'est la pratique agroforestière, protéger les ressources naturelles et les écosystèmes ruraux. Et enfin, développer de façon durable l'ensemble des productions agricoles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous avons véritablement été... Vraiment, je remercie le conférencier par rapport à ce qu'il vient de dire. Mais moi, je tiens à dire que, bon, il y a des gens qui font des confusions par rapport aux hybrides et aux OGM. La personne qui a posé, je crois que c'est celle du Cameroun là, qui a posé la question sur les OGM. Vraiment, c'est une question très intéressante. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre les hybrides et les OGM. C'est ce qui s'est fait voir lors de beaucoup de conférences et parmi même les chercheurs. Donc, ça, c'est un aspect sur lequel je voulais attirer l'attention des uns des autres. Le deuxième point, c'est surtout sur les fertilisants chimiques. Bon, moi, je crois qu'il y a un centre de recherche au niveau de chaque pays, que ce soit ici, chez nous en Afrique, que ce soit dans les pays européens, américains, par-ci, par-là, il y a toujours des centres de recherche. Moi, je ne dirais pas que bon, l'utilisation est formellement interdite, mais quand même, il faut modérer la quantité d'engrais à apporter. Moi, je pense que vraiment, c'est ce qu'il faut voir. Mais dire que bon, il ne faut jamais apporter, après que ça ne soit une culture biologique maintenant à ce moment. Si c'est le cas, donc il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. C'était tout juste par rapport à ces deux points. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sidibé. Je précise que vous êtes véritablement un expert dans la production des pommes de terre au Mali et je dirais même dans la sous-région ouest africaine et même en Afrique, pourquoi pas. Alors, merci beaucoup, professeur Tangara, pour votre disponibilité. Merci à professeur Abdoulaye Sidibé pour ses belles contributions. Merci très... Oui, professeur. C'est-à-dire que je voudrais je voudrais remercier sincèrement et vous-même, remercier l'ensemble des participantes et des participants et dire que vraiment sous votre l'égide, je pense que nous avons bon espoir qu'en échangeant, en multipliant des rencontres de ce genre, et que l'ensemble des objectifs que vous-même vous êtes fixés, nous avons bon espoir que nous allons atteindre les objectifs, pas pour vous, mais pour le continent. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons les différentes interventions, quand on essaie de les voir, intervention par intervention,
C'est-à-dire qu'il y a la préoccupation des journalistes, des scientifiques, c'est-à-dire que du monde politique et des utilisateurs des résultats de la recherche scientifique, des paysans. Nous sommes tous dans un même véhicule, et ce véhicule, c'est comment assurer le développement, c'est-à-dire que du continent, et assurer que ce développement là-bas nous permette d'avoir l'autosuffisance alimentaire et va avoir la sécurité alimentaire, le bien-être des populations. Et une fois que le bien-être est assuré, nous devenons compétitifs avec les 4 autres continents, et nous allons participer à la compétition. Ce ne serait plus seulement dans le cadre de l'alimentation, ce sera sur tous les plans, parce que quand on est bien nourri, on est en bonne santé, nous avons tous, le continent africain a bien réfléchi, le continent africain est réfléchi aujourd'hui, et le continent africain va bien réfléchir. Donc, nous pensons que l'écart qui existe entre les autres continents, entre certains continents et nous, notre objectif, notre génération, c'est d'essayer de réduire cet écart, et que vraiment, ça ne sera plus, c'est-à-dire que les produits que nous produisons, les céréales que nous produisons pour nos animaux de ferme, chez nous, nous vous envoyons pour la consommation des humains. Si nous acceptons ça, tout ce que nos pays ont fait pour nous, les efforts que nos pays ont fait pour nous former et pour arriver à ce niveau, nous allons faillir à notre mission. Je vous remercie et je vous souhaite une santé de fer. Une santé de fer, c'est-à-dire que pour que vous puissiez mener ces activités vraiment à tout moment. Et quand vous allez nous faire appel, ce n'est pas moi, Tangara, mais l'ensemble, nous sommes prêts à vous accompagner dans les 54 pays du continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci vraiment pour tous ces vœux, tous ces souhaits. Et je crois que Dieu va les exaucer. Merci à vous, très chers participants. Merci pour toutes vos interventions. C'est vrai que nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. Vous pouvez toujours les envoyer et nous nous chargerons de les transmettre au professeur Tangara, qui est vraiment très ouvert envers les journalistes scientifiques. Et si vous voulez une interview personnelle avec lui, nous pouvons l'organiser. Je dirais merci à... Je serai à leur disposition, il n'y a aucun problème. Je suis à leur disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à Kossi Balao, président de ce réseau, le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Merci Kossi Balao pour cette initiative. Et je dirais à tous les participants, restez connectés à nos comptes sociaux pour être au courant de la prochaine thématique de cette série de webinaires. Merci.